Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une compilation de 6 raids d'horreur. Alors pourquoi une petite compilation aujourd'hui? On va aller vite et je vais te donner 2-3 explications. En 1, tu sais, il y a Arziel, elle a un problème avec son poignet. Elle devait rester immobilisée 3 semaines à 1 mois et malheureusement son problème s'est pas résolu. Donc ça inclut d'autres choses et comme vous le savez, eh bien elle m'aide un petit peu à faire les vidéos. Et en ce moment, comme vous l'avez compris, du coup c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs elle tient à vous remercier là, tous ceux qui demandent comment elle va. Ça fait ultra plaisir et moi aussi je vous remercie. Deuxième raison de la compilation, eh bien il y a des gens qui demandent ça. Donc let's go si ça vous fait plaisir. Et il y en a d'autres, je sais, ils aiment pas, mais bon je peux pas contenter tout le monde malheureusement. Et en troisième raison, moi ça me fait un petit peu de repos, je vais pas vous mentir, c'est plus facile à faire qu'une vidéo normale. Bon, normalement la prochaine vidéo classique ça devrait être vendredi. Mais si jamais il y a pas, eh bien ce sera dimanche 30 et lundi 31. Ça vous inquiétez pas, de toute façon c'est déjà tourné, c'est dans la boîte. Je vous mets même déjà les 2 petites miniatures, c'est cadeau. Allez, je vous prends pas plus de temps, si jamais vous voulez soutenir, vous connaissez le meilleur moyen, c'est le petit pouce bleu. Allez, prends-toi un petit chocolat chaud et on est parti. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Annie. Tout commence en décembre 2021. À ce moment-là, Annie est mineure. Elle vit en Suisse dans un village de campagne, pas très loin d'une grande ville. Une grande ville où elle est justement étudiante en droit. Au début de cette histoire, Annie se trouve en forêt dans son petit village de Suisse. Elle est avec son cheval et tout se passe normalement. Mais au bout d'une trentaine de minutes de balade, Annie peut apercevoir une silhouette immobile à environ 100 mètres d'elle. Annie s'inquiète pas plus que ça et elle pense que c'est un mec qui doit avoir peur des chevaux, ou bien qu'il est en train de se promener et qu'il attend son chien ou quelque chose dans le genre. Annie s'approche et elle remarque que cette personne porte une capuche sur la tête et qu'il regarde le sol. Quand Annie arrive à son niveau, elle le salue et l'homme lui répond « Salut ma petite ». Sur le moment, Annie trouve cette réponse assez bizarre, mais bon, elle y fait pas plus attention que ça. Annie va finir sa balade et sa journée tout naturellement et elle ne parlera de cette rencontre à personne. Environ une semaine plus tard, Annie retourne se balader. Mais elle prend un autre chemin étant donné que le précédent est barré. Et comme la dernière fois, au bout d'une demi-heure, Annie peut apercevoir une silhouette. C'est la même que celle de la semaine dernière. Annie nous dit que sur le moment elle panique mais elle essaye de pas faire paraître ça extérieurement. Mais cette fois-ci c'est différent, l'homme marche en direction d'elle. Il ne porte pas de capuche donc Annie peut le voir. C'est un homme d'environ 50 ans et il mesure 1m75. Annie lui dit bonjour par politesse et l'homme lui répond, mais il s'arrête à sa hauteur. L'homme lui demande alors si son cheval est craintif. Annie lui répond que non. En entendant cette réponse, l'homme va alors demander s'il peut le caresser. Annie lui répond alors que oui, y a pas de souci, il peut le caresser. Pendant que l'homme est en train de caresser le cheval, Annie a un très mauvais feeling. Mais elle a pas le temps d'y penser plus que ça, étant donné que cet homme va lui poser une question qui va lui glacer le sang. T'as un petit ami? Annie a préféré éviter la question, lui a souhaité une bonne journée et elle est partie. Elle nous avoue qu'à ce moment-là, elle a eu très peur. Et du coup, elle en a parlé à une amie à elle. Et surtout, pourquoi cette amie-là? Eh bien parce qu'elle vont en balade à cheval toutes les deux. Son amie, elle connaît très bien les lieux et toutes les écuries aux environs et ça depuis 6 ans. Son amie lui a dit de faire attention et que les semaines suivantes, elle viendra avec elle pour faire ses balades. Forcément, Annie a été rassurée par les mots de son amie. Et pendant 3 semaines, Annie n'a pas revu cet homme. Donc à force, Annie se dit que c'était un mec bizarre qu'elle rencontrera plus jamais. Un matin, comme les autres, Annie décide de faire une petite balade. Sur la route, elle rencontre son amie. Elles continuent donc leur route ensemble. Tout se passe très bien. Mais à la fin de la balade, les 2 filles entendent un bruit qui vient de la forêt. Les chevaux ont levé leur tête et les 2 filles regardent d'où le bruit peut venir. Là, les yeux d'Annie se sont écarquillés et son sang s'est glacé. L'homme qu'elle a déjà vu 2 fois se tient là, à 3 mètres d'eux, accroupi, comme pour ne pas se faire remarquer. Il tient dans sa main un couteau suisse et le couteau est bien évidemment ouvert. La copine d'Annie crie alors sur l'homme de se casser et qu'il ferait mieux de ranger son couteau. L'homme, surpris, se lève et part en courant dans la forêt. Suite à ça, Annie, elle reste sans voix. Son amie va alors la regarder et va lui demander « C'est le gars que t'avais vu il y a environ de ça 3 semaines ?» Annie va donc lui répondre qu'effectivement c'était bien lui. Son amie va alors rester assez calme et lui dit « Ok, on rentre au plus vite. »
Arrivées à l'écurie, les deux filles croisent alors la propriétaire des lieux. Elle lui explique ce qu'il vient d'arriver. La propriétaire les rassure et elle dit à Annie qu'il pourrait s'agir du propriétaire de la ferme en haut et qu'il devait sûrement couper du bois. Bon, en entendant cette version-là, Annie elle y croit pas trop. Elle décide alors de ne pas en parler à ses parents histoire de pas les inquiéter. Ça fait maintenant 4 mois que cette histoire lui est arrivée et qu'elle n'a plus jamais recroisé cet homme. Et puis comme elle n'a jamais recroisé cet homme, eh bien elle s'est dit qu'il a dû arrêter ses conneries. Mais ça n'empêche pas Annie de rester sur ses gardes quand elle est toute seule. Le truc c'est que ça fait maintenant 5 jours que Annie connaît la vérité sur toute cette histoire. Il y a de ça 5 jours, elle a reparlé avec la propriétaire de l'écurie. Quand Annie remet cette histoire sur le tapis, la propriétaire de l'écurie baisse la tête et lui dit: maintenant que tu es majeur, il faut que tu saches la vérité. Sur le moment, Annie elle comprend pas trop où veut en venir la propriétaire. La dame lui explique alors que cet homme était l'ancien propriétaire des écuries. Mais ce n'est pas tout, cette dame explique à Annie qu'elle ressemble très fortement à sa fille et que cet homme voulait se venger et qu'il a sûrement confondu Annie avec la fille de la propriétaire. Annie, son amie et la propriétaire ont porté plainte quelques jours après l'incident pour harcèlement. La police a arrêté cet homme. Depuis ce jour, Annie ne l'a plus revu. Et elle espère que ça continuera comme ça pendant très longtemps. D'ailleurs, cette histoire l'a quand même pas mal traumatisée. Mais elle se rassure un petit peu en se disant que cet homme est maintenant en prison. À ce jour, Annie va toujours dans la même écurie, accompagnée de sa copine. Elles vont toutes les deux en balade, mais elles sont de plus en plus proches. Et au final, ses parents ont connu la vérité sur cette histoire. Voilà, c'est ainsi que se termine ce premier thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Célia. Elle nous raconte son histoire pour sensibiliser d'autres personnes qui pourraient être dans la même situation qu'elle. Tout d'abord, Célia, elle tient à nous préciser que c'est une fille très carrée. C'est-à-dire qu'elle est très bien organisée et elle est pointue sur tout ce qu'elle fait dans sa journée. Elle organise tout ça au moindre détail. Elle a sa petite routine et elle aime pas faire quelque chose qui n'est pas prévu là-dedans. Bref, passons à l'histoire. Il y a quelques années, elle a rencontré un homme dans un bar. Et pour Célia, ce fut directement le coup de foudre. Ce coup de foudre était apparemment réciproque. Célia est tombée complètement red dingue de Sébastien. Pour elle, Sébastien est l'homme de sa vie. Elle ressent vraiment quelque chose d'indescriptible pour lui. Célia et Sébastien se sont mis ensemble très rapidement et Célia lui a directement présenté sa famille et ses amis. Mais Sébastien, quant à lui, n'a jamais semblé vouloir présenter Célia à ses proches. Au début, Célia, ça la dérange pas trop. Elle se dit qu'effectivement, il veut pas presser les choses, puisqu'au final, ça fait que quelques jours qu'ils sont ensemble. Mais bon, elle aimerait bien connaître au moins un de ses amis, puisqu'au final, ils ont pas un seul ami en commun. Et en gros, ça l'embête un petit peu. Bref, tous les rendez-vous de Célia et Sébastien se passaient sans exception dans la maison de Célia, puisque Sébastien habite dans la banlieue à peu près 1 heure de route. Et à ce moment-là, Célia ne peut pas se rendre chez lui étant donné qu'elle n'a pas de permis. C'est donc Sébastien qui vient chez elle. Un jour, soit un petit peu plus d'1 semaine après leur officialisation, Sébastien se trouve chez Célia, comme à son habitude. Et Célia a décidé à un moment de sortir s'aérer l'esprit. Mais rappelez-vous d'une petite chose, Célia, normalement, elle prévoit tout. Et cette sortie, je peux vous assurer qu'elle n'était pas du tout inscrite sur son planning. Et c'est vraiment très rare qu'elle ne suit pas sa routine. Mais cette soirée-là, elle sait pas, elle a une sorte de petit ressenti comme quoi elle doit aller se balader. Elle a donc proposé à Sébastien de l'accompagner, mais il a refusé. Célia a donc fini par sortir seule dehors. Tout se passe très bien jusqu'à ce qu'elle trouve un petit chaton sous une voiture. Le chaton est effrayé et Célia a tout de suite cherché à le récupérer. Elle a pas du tout envie qu'il se fasse écraser par une voiture. Après un petit moment, elle a réussi à le récupérer. Et Célia a remarqué que le petit chaton ne porte pas de collier. Elle décide donc de l'emmener avec elle. Célia se trouve dans un quartier où les chats ont tendance à beaucoup fuguer et à disparaître. Il y a donc dans le quartier un groupe WhatsApp qui permet de demander ou de donner des renseignements sur un quelconque chat disparu. Elle fait donc le chemin retour pour rentrer chez elle avec le chat dans les bras, puisque malheureusement sur le téléphone de Célia, les caméras avant et arrière sont complètement cassées. Ce qui fait que
malheureusement elle ne peut pas prendre de photo du petit chaton. Elle se dit donc que Sébastien va pouvoir lui prêter son téléphone une fois qu'elle sera rentrée chez elle. Une fois arrivée chez elle, Célia explique la situation à Sébastien. Sébastien accepte de lui prêter son téléphone pour qu'elle puisse prendre des photos et envoyer des photos du petit chat dans le groupe WhatsApp. Pendant ce temps-là, Sébastien s'est absenté aux toilettes. Célia prend donc les photos du chat. Sauf que Célia, c'est une personne de nature assez curieuse et aussi elle est assez méfiante. Du coup, elle se dit que c'est le bon moment pour fouiller dans son téléphone. Pour elle, cette vie qu'elle est en train de vivre est juste trop belle. C'est trop rose pour être vrai. Elle est même persuadée que Sébastien la trompe. Mais elle est vraiment loin de s'imaginer ce qu'elle va découvrir. Elle commence donc à fouiller sur l'Instagram de Sébastien. Et bizarre, il y a plusieurs comptes. Un au nom de Sébastien et plusieurs avec des noms différents. Paul, Ludovic, Esteban, etc. Voilà, ça y est, Célia se dit qu'effectivement il la trompe. Elle continue donc ses recherches et ce qu'elle va trouver va lui bouleverser l'estomac. Ça va la marquer violemment et surtout à vie. Dans son application de messages, Sébastien a une vingtaine de photos de Célia partagées avec un autre numéro qui n'est pas nommé. Le truc, c'est que les photos ont été prises bien avant leur rencontre et elle est prise en photo dans toutes les circonstances possibles. La routine de Célia a été totalement établie et envoyée à cet inconnu. Elle a donc compris que ça fait maintenant plusieurs semaines que Sébastien la suit partout et qu'il l'observe à son insu. À ce moment-là, Célia ressent une peur horrible de devoir le confronter. Lorsque Sébastien sort des toilettes, il comprend directement que quelque chose cloche chez Célia. Mais il ne relève pas. Il a fini par sortir de la maison de Célia et la première chose qu'elle a faite quand il est sorti, c'est qu'elle est allée voir les policiers. Malheureusement, Célia n'a aucune preuve de ce qu'elle avance. Les policiers lui ont donc promis d'essayer de le retrouver. Mais ils ne sont pas sûrs de le retrouver. Maintenant, Célia sait que Sébastien n'était pas sa vraie identité. De plus, l'adresse qu'il a communiquée à Célia était fausse, car ceux qui habitent la maison de l'adresse qu'il a donnée sont des retraités. Et ce n'est clairement pas un jeune trentenaire. Après avoir découvert ça, Célia n'a pas dormi chez elle pendant au moins une semaine. Elle est partie dormir chez sa meilleure amie et elle a bloqué Sébastien de partout. Une semaine après, Célia a appris que Sébastien a été retrouvé et qu'effectivement cet homme ne s'appelle pas du tout Sébastien. Et aussi elle apprend quelque chose de totalement fou et qu'il fait partie d'un gang qui fait du trafic 18+ de jeunes femmes et que là actuellement il est en attente pour son jugement. Après ça, Célia a déménagé. Sébastien quant à lui a été condamné à 7 ans de prison. Les policiers ont fait des fouilles approfondies sur ses téléphones et ses ordinateurs. Célia nous dit qu'elle s'est jamais remis vraiment de cette histoire et qu'elle est encore plus parano qu'elle ne l'était déjà. Et surtout il y a quelque chose qui lui trotte dans la tête. Et si cette soirée-là, j'avais pas transgressé ma petite routine et que j'avais pas croisé ce petit chaton dans la rue, qu'est-ce qui me serait arrivé? D'ailleurs, en parlant du chaton, il avait pas de propriétaire, du coup c'est la sœur de Célia qui l'a adopté. Voilà, c'est ainsi que se conclut ce deuxième thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Eva. Eva est une jeune femme de 24 ans qui a tout pour elle. Elle est étudiante à l'université et elle est plutôt brillante. Grâce à ses parents, elle peut se consacrer totalement à ses études, puisque ses parents lui payent ses études, son logement et tout ce dont elle a besoin. Ce qui fait qu'effectivement, elle peut bien se concentrer sur ses études. Elle nous dit qu'en plus de ça, elle a 2 amis formidables, Ethan et Juliette qui sont ses meilleurs amis. Elle va souvent en soirée avec ses 2 amis. Mais les voir en couple la déprime un petit peu. Et oui, Eva nous dit qu'il lui manque quelque chose dans sa vie et c'est l'amour. Et malheureusement, sa quête à la recherche de l'amour va la pousser dans ce cauchemar. Un jour, comme les autres, Eva est en train de réfléchir. Et elle se dit qu'elle est heureuse, mais qu'il lui manque vraiment quelque chose pour être pleinement heureuse. Et c'est bien évidemment, comme vous l'avez compris, l'amour. Elle se dit qu'à chaque fois qu'elle va en soirée, elle rencontre certes des gens sympas, mais que malheureusement, ça va pas plus loin qu'un coup d'un soir. Et qu'à part l'attirance physique envers certaines personnes, eh bien, il n'y a rien du tout. Elle décide donc de parler à Juliette qu'elle aimerait avoir quelqu'un auprès d'elle. Mais que c'est compliqué puisque toutes les personnes qu'elle a rencontrées se sont juste terminées en un coup d'un soir. Juliette la rassure et lui dit que de toute façon, un jour elle trouvera le bon. Et que de toute façon, elle est encore jeune.
qu'elle trouvera peut-être quelqu'un à l'université si elle le veut, et que ce serait bien qu'elle s'ouvre un petit peu plus aux autres afin de ne pas rester dans son coin. Puisque oui, c'est vrai, Eva nous dit qu'elle reste souvent dans son coin, et qu'elle ne parle généralement qu'aux personnes qui viennent la voir, ou à la rigueur des petites connaissances. Mais c'est pas elle qui fait le premier pas. Et ça, malheureusement, c'est dû à une chose. Quand elle était plus jeune, elle a été harcelée à multiples reprises. Et forcément, elle nous dit que c'est pas facile tous les jours. Et surtout qu'elle s'en est quasiment remise grâce à Juliette et Ethan. Mais bref, c'est pas le sujet de ce thread. Eva se met alors dans la tête d'essayer de s'ouvrir aux autres, car les conseils que lui ont donnés Juliette et Ethan jusqu'à là ont toujours été d'une grande aide pour Eva. Quelques jours après, Eva fait la rencontre de quelques personnes pendant une soirée. Lors de cette soirée, Eva rencontre un type, et entre deux, le courant passe plutôt bien. Ça s'est tellement bien passé qu'effectivement, ils décident de se revoir plus tard après la fête. Ils vont donc s'échanger leur numéro de téléphone. 2 jours après cette soirée, Eva reçoit un petit message de cet homme qu'elle a croisé dans cette fête. Il lui propose d'aller boire un verre ce week-end. Eva, qui est vraiment toute contente, accepte cette proposition. Elle est tellement contente qu'elle en parle à ses amis. Mais elle reste sur ses gardes et elle leur dit où elle va et dans quel bar elle doit se rendre. Et aussi qu'elle les tiendrait au courant si quelque chose se passe. Les jours passent, Eva et ce garçon communiquent pas mal au téléphone ainsi que par SMS. Elle nous dit que ça confirme bien le feeling qu'ils ont eu à la soirée, le courant passe super bien. Et là, elle est hyper contente car c'est ce soir qu'elle va le revoir. Le soir arrive, Eva est au lieu du rendez-vous. Et cet homme est déjà là en train de l'attendre. Eva nous dit qu'il est très beau. Il est grand, il est brun, il a les yeux marrons et il a un sourire vachement craquant. Et que normalement ça ferait fondre toutes les filles. D'ailleurs, elle n'arrive pas à réaliser ce qui est en train de se passer. Pour elle, c'est vraiment un rêve tellement c'est trop beau. Eva et cet homme qui s'appelle Jérémy s'installe à une table et commence à parler. Il lui dit qu'il a 26 ans et qu'il a un petit frère qui est dans la même université qu'elle. Et que c'est pour ça que lui aussi était dans cette soirée la semaine dernière. Jérémy, quant à lui, il n'est plus du tout à l'université, il travaille. Mais il lui dit qu'en ce moment, il habite chez ses parents, puisque dans son appartement, il y a un petit problème d'inondation. Du coup, il en profite d'habiter chez ses parents le temps que le problème se règle. Ils vont alors tous les deux parler de leur centre d'intérêt. Et ce qui est plutôt cool, c'est qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Eva lui propose de finir la soirée chez elle. Toute la soirée chez elle s'est hyper bien passée. Le seul petit bémol, c'est que quand Eva se réveille, eh bien Jérémy n'est plus là dans le lit. Elle fait donc ce qu'elle a à faire et une fois qu'elle arrive dans la cuisine, elle peut découvrir un petit mot. Merci pour cette super soirée, j'espère qu'il y en aura d'autres. Les jours vont passer, Eva et Jérémy vont continuer de se voir. Mais à force, il y a un petit truc qui va perturber Eva. Et ce truc-là, c'est que les rencontres entre Eva et Jérémy se font principalement chez elle, ou dans des bars assez vieux, voire miteux. Elle nous dit qu'effectivement, c'est quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué au début. Les semaines vont alors passer et elle décide de présenter Jérémy à Ethan et Juliette. Tout se passe super bien. Les deux amis d'Eva semblent l'aimer. Mais le truc, c'est que Jérémy n'a jamais présenté qui que ce soit à Eva. Un soir, Eva lui en parle et la seule réponse qu'elle a obtenue de Jérémy, c'est qu'il n'est pas prêt à lui présenter quelqu'un de sa famille. Ni même ses amis, mais bon, il va peut-être y réfléchir car effectivement, il aime Eva. Bon, à ce moment-là, Eva, elle a entendu qu'une seule chose, c'est le mot aimer. Et oui, lors de cette discussion, c'était la première fois qu'il lui spécifiait qu'il l'aimait. Du coup, elle était tellement contente qu'elle a mis tout le reste de côté. Et elle s'est donc dit que c'était pas trop grave et que bon, le plus important, c'est qu'il soit heureux. 2 mois après cette discussion, eh bien, les choses n'ont pas avancé. Elle a juste remarqué que de temps en temps, Jérémy ne pouvait pas venir la voir alors que pourtant c'était le week-end. Sachant que les week-ends, il a rien à faire, il ne travaille pas du tout. Et le pire, c'est que des fois, il y a des soirées où il ne répond même pas aux messages d'Eva. Mais un jour, Eva a su pourquoi Jérémy ne lui répondait pas à certains moments. Ou pourquoi pendant des week-ends entiers, elle restait sans réponse. Ou encore pourquoi Eva n'a toujours pas rencontré un seul membre de son entourage. Et aussi pourquoi ils allaient toujours dans des endroits un petit peu pourris. Un jour, Eva a reçu un coup de téléphone d'une certaine personne lui disant qu'elle connaissait Jérémy et qu'elle était quelqu'un de très proche de lui et qu'elle aimerait rencontrer Eva. En entendant ça, Eva décide d'accepter cette proposition. Elle est toute contente et elle essaye de se faire la plus belle possible. Arrivée sur le lieu de rendez-vous, elle envoie un message à cette personne. Cette personne lui répond qu'elle est assise et qu'elle l'attend. Eva peut alors voir une jolie jeune femme et elle s'avance vers elle. Eva se présente et cette femme lui sourit d'une manière assez triste.
Elle la salue en retour et lui demande de s'asseoir, puisqu'elle a beaucoup de choses à lui dire. Cette jeune femme se présente comme étant la fiancée de Jérémy. D'ailleurs, Eva remarque directement que cette jeune femme doit avoir 25 ans à peu près, et qu'elle est enceinte de 6-7 mois. Cette jeune femme lui explique alors qu'elle est avec Jérémy depuis 3 ans, et que depuis les derniers mois, il agit bizarrement. Cette femme se doute qu'il la trompe, qu'il mène probablement une double vie, et elle voulait rencontrer la personne pour lui dire. Elle voulait discuter avec Eva pour la prévenir. En entendant ça, Eva n'en revient pas du tout. Mais cette femme va lui prouver ses dires en lui montrant des photos d'elle et Jérémy. Et ça à pas mal d'événements comme des échographies, des réunions de famille, enfin bref, vous voyez le genre. Plus Eva voit de photos, plus elle se sent mal à l'aise. Elle décide donc de couper court à la discussion et elle appelle ses amis pour leur en parler. Ses 2 amis vont donc arriver pour la réconforter. Les jours passent et Eva a décidé de croire cette femme. Elle a donc coupé les ponts définitivement avec Jérémy. Elle l'a bloqué de partout. Les jours passent et Jérémy essaye toujours de la contacter avec d'autres numéros de téléphone. Il lui envoie des lettres en s'excusant. Il lui dit que c'est elle la femme de sa vie. Il lui dit qu'il a quitté cette autre femme et c'est Eva qu'il aime. Qu'il était resté avec cette autre femme car elle était enceinte mais qu'il ne l'aimait plus. Les semaines vont passer et Eva va vivre un véritable cauchemar. Elle a l'impression qu'une personne l'observe constamment. Elle a le sentiment d'être tout le temps en danger, comme si le danger était toujours présent, même quand elle se trouve chez elle seule. À force d'y réfléchir, elle se dit que c'est à cause de toute cette situation, qu'elle devient sûrement parano à cause du stress des examens qui arrivent et la rupture avec Jérémy. Bref, elle décide qu'elle va aller se coucher, mais elle veut prendre une petite douche avant. Pendant qu'elle se déshabille, elle a toujours ce sentiment d'horreur d'être épiée. Elle met la musique et rentre dans sa douche. Elle veut être tranquille et penser à d'autres choses. Puis à un moment donné, elle se retourne pour prendre son shampoing et elle va voir quelque chose qui va la terrifier. Elle peut voir une main dépasser de la porte qui est avec un téléphone en train de prendre des photos. Prise de panique, Eva commence à crier. Et elle jette tout ce qui lui vient dans les mains. Cette main a disparu quand Eva a hurlé de toutes ses forces. Mais Eva en reste paralysée et elle met bien 5 minutes à reprendre ses esprits. Elle va alors se rendre dans le salon et appeler la police. Les policiers sont venus mais ils n'ont rien trouvé. Cette personne n'est plus là depuis un petit moment. Les policiers lui ont dit qu'ils allaient faire des tours dans le quartier et ils ont demandé à Eva si quelqu'un pouvait bien lui en vouloir. Eva, forcément, elle pense directement à Jérémy qui n'arrête pas de lui casser les pieds. Les policiers lui disent qu'ils vont alors l'interroger et que quoi qu'il arrive, ça lui servira d'avertissement au cas où. Eva a décidé d'aller passer la nuit chez son amie Juliette. Mais elle n'a pas pu y passer plus de temps étant donné que Juliette habite toujours avec sa mère. Donc oui, elle veut pas embêter son amie Juliette et elle décide de retourner chez elle après ça. Les jours ont passé et rien de grave n'est arrivé. Juste Jérémy qui n'arrive toujours pas à comprendre qu'Eva ne veut absolument pas lui parler. Il vient même essayer de lui parler quand elle se trouve à l'université. Mais elle refuse toujours. Et le truc, c'est que son sentiment d'être épiée est toujours là. Et au fur et à mesure que les jours avancent, plus elle a l'impression que quelque chose de mauvais va se passer. Arrivé le samedi, Eva a fini ses examens. Elle est épuisée. Elle décide donc de rester dans son appartement pour chill. Elle veut se faire une grosse journée marathon série. Mais le problème, c'est que pendant cette journée chill, eh bien elle n'arrive pas du tout à chill étant donné qu'un sentiment horrible l'habite. Les jours précédents, elle a pu constater que des choses avaient disparu chez elle. Mais elle a mis ça sur le compte du stress. Elle nous dit qu'effectivement c'est quand même assez bizarre. Il lui manque quand même pas mal de sous-vêtements et des affaires assez ordinaires. Et il y a aussi un truc qui fait qu'effectivement elle ne peut pas chill, c'est que son téléphone n'arrête pas de sonner. Ça devient tellement chiant qu'elle finit par répondre. Bien sûr, c'est Jérémy au bout du fil. Il lui raconte des choses qui n'ont ni queue ni tête. Elle lui dit que ça suffit, elle ne veut plus du tout l'entendre. Elle aimerait qu'il dégage de sa vie et qu'elle en a rien à foutre de sa gueule. Elle veut qu'il arrête de la harceler. Elle a raccroché et elle a décidé de le bloquer une fois de plus. Les heures se sont écoulées et son sentiment de terreur est toujours aussi présent. Elle décide alors d'aller fermer toutes les fenêtres qui sont ouvertes chez elle. Elle commence à fermer celle de la cuisine, le salon, la chambre d'amis. Puis elle arrive dans sa chambre. Eva s'avance lentement pour aller fermer sa fenêtre, mais au même moment, elle voit une ombre cachée derrière les rideaux. Eva commence à crier à cette personne de dégager de chez elle. Elle commence à reculer et cette personne commence à s'avancer vers elle. Et cette personne commence même à essayer de l'attraper. Eva hurle alors de toutes ses forces. Elle peut très bien voir l'homme qui est juste devant elle. Et elle ne le connaît pas du tout. Elle commence à lui hurler:
Mais putain, mais qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que vous me voulez? Vous êtes qui, bordel? Dégagez de chez moi tout de suite! Eva essaye de s'échapper, mais cet homme va lui agripper le bras et il commence à vraiment la serrer. Au même moment, Eva peut entendre des énormes booms dans sa porte d'entrée. Elle se dit qu'elle peut pas vivre un pire cauchemar que ça. Elle lutte vraiment de toutes ses forces pour essayer de s'extirper de la poigne de cet homme. Mais le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui essaye de défoncer sa porte. Elle se dit alors que si jamais elle arrive à se dégager, elle va devoir passer par la porte du jardin. Mais elle a à peine le temps de se dire ça qu'elle peut voir un autre homme qui débarque dans la chambre. Et cet homme ne cherche pas du tout à comprendre ce qui se passe et une bagarre éclate. Eva a donc pu se libérer, elle a pris son téléphone et elle a appelé la police. Pendant ce temps-là, Eva peut reconnaître la voix de Jérémy. Et elle comprend donc que l'homme qui est venu la défendre est donc Jérémy. Et le plus bizarre, c'est que Jérémy et cet homme sont en train de parler comme s'ils se connaissaient. Heureusement pour Eva, les policiers sont arrivés plutôt vite. Et ils ont embarqué Jérémy et cet inconnu. Un petit peu plus tard, Eva a appris ce qui s'était réellement passé. L'homme qui l'a attaqué cette nuit-là était le petit frère de Jérémy. Il était apparemment complètement obsédé par Eva et il en voulait à son frère pour lui avoir pris ce qui lui appartenait. Le petit frère de Jérémy avait des dizaines de photos d'Eva sur son téléphone portable. En faisant la perquisition, les policiers ont pu trouver les sous-vêtements d'Eva dans la chambre du petit frère. Le truc, c'est que le petit frère de Jérémy n'a pas agi tout seul, non. Il a fait ça après que l'ex de Jérémy lui ait monté la tête. Eva a appris plus tard que Jérémy essayait de la prévenir que son petit frère allait sûrement passer à l'action. Mais étant donné qu'elle ne lui répondait pas du tout et que la seule fois où elle a répondu, elle ne l'a pas écouté, donc cette fois-ci, il a décidé d'aller chez elle pour la prévenir du réel danger. Et forcément, en arrivant devant la maison d'Eva et en l'entendant gueuler, il a compris qu'il y avait un problème. Après toute cette histoire, Eva nous dit qu'elle n'en veut plus trop à Jérémy. Depuis lors, elle a déménagé et le petit frère de Jérémy est en prison. Elle a une ordonnance d'éloignement contre lui quand il sortira de prison. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Naël. Et cette histoire s'est passée il y a à peu près 2-3 mois. Naël est une jeune fille belge de 15 ans et elle est en 4e secondaire, c'est-à-dire en 2e année de lycée en France. Au moment de cette histoire, elle se trouve avec une amie à elle qui a 16 ans et que l'on va appeler Poppy. Tout commence alors un lundi matin. Elles doivent commencer les cours avec 1 ou 2 heures d'études. Et ça, Naël et Poppy, elles ont pas envie d'y aller. Du coup, elles sont allées avec 2 autres amies dans le village pour se balader. Elle nous dit qu'elles ont l'habitude de le faire et que de toute façon, c'est un truc très commun qui se fait là-bas. Tous les gens de l'école le font et c'est clairement pas quelque chose de dangereux. Et d'ailleurs, elles ont un petit endroit préféré, c'est un terrain de pétanque. Il est entouré de petites haies, c'est tranquille. Et c'est même pas forcément une zone isolée étant donné qu'à 2 mètres, il y a la route et des commerces. Elles sont donc assises sur un banc au terrain de pétanque. Et là, une femme âgée sort de chez elle. Il faut savoir que c'est la seule maison dans les alentours du terrain. La vieille dame âgée est passée à côté d'elle et elles ont commencé à discuter avec la vieille dame. Cette dame est extrêmement gentille. Elle leur a raconté qu'elle était à l'école primaire dans ce village en 1953 et que oui, c'est une femme très âgée. Naël et ses amis sont partis du terrain de pétanque après la discussion avec cette dame. Étant donné que ça y est, là, elles doivent vraiment aller en cours. D'ailleurs, après ce jour-là, Naël et son ami n'ont pas revu cette dame pendant 2 semaines. Mais un jour, Naël et Poppy sont retournés sur le terrain de pétanque. Et après quelques minutes, cette dame est sortie de chez elle pour nourrir les oiseaux. La vieille dame a vu les 2 jeunes filles et les 2 jeunes filles se sont rapprochées d'elle pour aller lui parler. Mais cette fois-ci, il y avait quelque chose qui clochait avec cette dame. Elle était vraiment très froide. Il y avait une atmosphère vraiment très pesante que Naël et Poppy ont ressenti directement. La vieille femme leur propose alors de leur servir un bon chocolat chaud. Sur le moment, Naël et Poppy ne sont pas vraiment d'accord, étant donné que leurs parents leur ont toujours dit de ne rien accepter des inconnus. Mais la vieille dame va beaucoup insister et va leur dire de ne surtout pas oublier leur sac à dos qui se trouve là-bas. Les 2 jeunes filles sont alors retournées au terrain de pétanque pour prendre leur sac à dos. Et la vieille dame leur a donc demandé de rentrer chez elle. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, pour Naël et Poppy, il est hors de question qu'elles rentrent chez quelqu'un qu'elles ne connaissent pas du tout. Et en plus, elles ont vraiment ce mauvais pressentiment.
La vieille dame va insister énormément et malheureusement Poppy va commencer à entrer chez la vieille dame. Naël, ne voulant pas laisser son amie seule chez cette vieille dame, va alors aussi rentrer chez elle. La première pièce est une petite salle d'environ 2 mètres carrés et directement il y a un escalier. La vieille dame leur dit alors de bien la suivre et elle arrête pas de leur dire de se dépêcher. Une fois arrivé en haut, il y a une pièce d'une taille moyenne. Mais le truc c'est qu'il y a un seul meuble dans la pièce. C'est une petite commode avec une croix de Jésus dessus. Et il y a une autre particularité, c'est que dans cette pièce il n'y a qu'une porte. La vieille dame va alors l'emprunter. Et quand elle a ouvert la porte, elle a crié une phrase qui va glacer le sang de Naël. En ouvrant la porte, elle a crié « Les amis, je vous ai ramené du monde !» Naël ne comprend pas du tout à qui elle peut parler, étant donné qu'en montant les escaliers, la dame leur a expliqué qu'elle vivait seule et que sa petite fille lui rendait visite bientôt, mais que là, tout de suite, elle travaillait. Naël nous dit que la pièce qui vient d'être ouverte est assez bizarre. En gros, c'est une grande pièce et à gauche, il se trouve la cuisine. Et à droite se trouve le salon. Et dans ce salon, il y a des fauteuils qui sont placés de manière assez étrange. La vieille dame s'est dirigée vers la cuisine et Naël et Poppy sont restés dans le salon debout. La vieille dame a commencé à sortir des tasses pour faire les chocolats chauds. Mais Naël commence à réfléchir aux moyens de se sortir de là. Et elle a une idée. Elle a sorti son téléphone et a fait semblant d'avoir un appel. Ensuite, elle a dit à la dame qu'une amie à elle venait d'arriver à l'arrêt de bus et que comme elle était nouvelle dans le village, elle ne connaissait rien du tout et qu'il devrait sortir rapidement d'ici pour aller l'aider. Soudainement, la vieille dame a l'air très énervée et elle leur a dit « Bah oui, c'est mieux de rester avec son amie plutôt qu'avec une vieille dame sans importance. » Après ça, Naël et Poppy sont très vite sortis en courant jusqu'à leur école et depuis, elles ne l'ont plus revue. D'ailleurs, les deux jeunes filles sont repassées devant chez elles il y a pas longtemps et elles ont pu voir un objet noir qui dépassait de la fenêtre. Elles sont passées vraiment très vite mais elles n'ont pas du tout compris pourquoi il y avait un rétroviseur planté dans le mur à côté de la fenêtre. Et d'ailleurs, depuis ce jour-là, Naël et Poppy ne sont plus jamais allés sur le terrain de pétanque. Elle nous dit que ça y est, il y a trop de choses bizarres qui se passent là-bas. Et d'ailleurs, les deux jeunes filles se demandent ce qui se serait passé si elles étaient restées là-bas et qu'elles avaient bu ce petit chocolat chaud. Naël tient à nous dire que peut-être vous allez vous dire que ces deux jeunes filles ont exagéré et qu'effectivement, peut-être c'était une vieille dame qui voulait juste un petit peu d'attention. Mais elle tient vraiment à nous dire qu'elles ont énormément paniqué. Il y avait vraiment une ambiance bizarre qui se dégageait de la vieille dame et de la maison à ce moment-là. Voilà, c'est ainsi que se termine ce premier thread d'horreur. Et bah si jamais j'y pense, j'ai une photo du rétroviseur planté dans le mur. Et c'est vraiment très bizarre ou alors ça fait très commère. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Fanny. Cette histoire s'est passée il y a environ 7 ans et à ce moment-là, Fanny doit avoir 20 ans. Elle vient tout juste d'être diplômée de l'école d'aide-soignante. Et hop, elle a directement trouvé un boulot. Fanny arrive à faire ses preuves très rapidement dans l'EHPAD où elle se trouve. Assez rapidement, sa supérieure lui a alors proposé un poste de nuit, qu'elle a directement accepté. Toutes les nuits commencent pareil. Fanny arrive et elle va se changer. Elle retrouve sa binôme et elle va dans la salle de transmission. C'est là où on leur donne toutes les infos importantes, ce qu'elles vont devoir faire, quand va arriver la relève du jour, les choses comme ça en gros. Fanny veut nous expliquer les lieux histoire qu'on puisse se faire une petite idée de l'endroit. L'établissement se trouve dans un petit village de campagne sans problème. C'est un immense bâtiment de 4 étages qui surplombe un terrain boisé de 5 hectares. Autant dire que c'est superbe un jour de printemps, mais super flippant la nuit. Le 3e étage est réservé aux personnes qui déambulent, comme les personnes ayant la maladie d'Alzheimer. Le 2e étage, il y a les personnes ayant des pathologies lourdes et qui ne marchent plus. Au 1er étage et au rez-de-chaussée se trouvent les personnes les plus autonomes. Au 1er étage se trouve également le restaurant qui se trouve être une magnifique salle pleine de baies vitrées, ce qui fait qu'ils ont une belle vue sur les 5 hectares de bois. Et encore une fois, c'est magnifique de jour mais terrifiant la nuit. Revenons donc à l'histoire. L'équipe de jour a fait son boulot et part. Il ne reste plus que Fanny et sa collègue qui se prénomme Sophie. C'est une femme de 45 ans qui est un petit peu trouillarde. Et il y a aussi un agent de sécurité qui se nomme Bastien. Le rôle de Bastien est de faire des rondes pour vérifier certaines issues et pointer certains lieux à des heures précises pour prouver qu'il y est bien passé. Il est donc 21 h et tous les trois se séparent. Il fait déjà nuit lorsqu'ils commencent leurs postes respectifs. Il n'y a pas vraiment de grande lumière dans le bâtiment, étant donné que les sources de lumière principales sont des sortes de veilleuses. C'est pour ça que Fanny, Sophie et Bastien sont équipés de lampes torches. C'est le moment pour eux de commencer leur première ronde.
Celle-ci a pour but de vérifier que tout le monde est bien dans sa chambre. Et ils font une petite vérification que personne n'ait besoin de rien. Sophie, étant un peu trouillarde, s'occupe toujours de l'étage 2 et 1. Fanny, quant à elle, s'occupe donc du 3e étage et du rez-de-chaussée. Fanny fait sa ronde au 3e et tout se passe bien. Elle s'occupe de coucher une personne qui déambule dans les couloirs. Elle vérifie les portes de secours et elle passe au rez-de-chaussée. Elle fait le tour des chambres et le tour de la salle à manger. Elle regarde un petit peu s'il n'y a rien dans le bois et elle arrive au bout d'un couloir. Là, à l'autre bout du couloir, elle peut apercevoir un grand homme vêtu de noir. Fanny lui fait alors un signe de la main et l'homme lui répond alors avec un signe de la main. Pour Fanny, il n'y a aucun doute, c'est Bastien qui est en train de faire sa ronde à cet étage. Cet homme va alors prendre la porte des escaliers et Fanny va faire de même mais de son côté. Elle arrive au premier étage pour rejoindre Sophie. Une fois arrivée au premier étage, Fanny ne voit pas Bastien. Mais elle se dit qu'il est sûrement monté à un autre étage. Il est maintenant déjà 23 h quand Sophie et Fanny vont manger. Au bout d'un petit moment, Bastien les a rejoints. Ils mangent et ils discutent. Ils répondent à quelques sonnettes des résidents. Il est maintenant minuit et Bastien part faire sa ronde pour se rendre à l'accueil. Sophie et Fanny font de même et elles aussi doivent faire leur tour. Cette fois-ci, elles ne se séparent pas et elles font leur tour ensemble. Elles commencent au 3e, puis elles vont au second. Au milieu du second étage, il y a une sonnette qui sonne. Sophie décide d'y aller pour répondre. Fanny a quant à elle continué sa tournée et Sophie la rejoint 15 minutes après. Sophie explique à Fanny que Madame Jean a sonné car elle est persuadée d'avoir vu quelqu'un dans sa chambre. En entendant ça, Sophie a fait le tour de la chambre et pourtant elle n'a rien vu. Elle a donc rassuré Madame Jean en lui disant qu'elle a sûrement fait un mauvais rêve. Ou que peut-être il y a eu une ombre avec les arbres ou quelque chose comme ça. Madame Jean semble être d'accord avec Sophie sur le fait qu'elle a dû rêver. Elle dit alors à Sophie que ça va aller. En entendant ça, Fanny elle est plutôt d'accord sur le fait de penser que Madame Jean a sûrement rêvé. Ou peut-être à la rigueur c'est Bastien qui est passé dans les chambres parce qu'il a peut-être entendu du bruit. Les deux collègues terminent leur tour vers 2h45. Et elles font donc leur transmission. Elles prennent un gros chariot de linge et commencent à plier les serviettes pour leurs collègues du lendemain. Bastien leur apporte un café et les deux filles lui demandent si c'est lui qui est passé voir Madame Jean. Bastien leur assure que non, ce n'est pas lui. Sophie et Fanny en viennent donc à la conclusion de se dire qu'effectivement elle a bien rêvé. 3h30, une sonnette sonne. C'est encore Madame Jean. Mais cette fois-ci, Sophie et Fanny mettent un peu plus de temps à répondre, étant donné qu'elles sont bloquées avec une résidente qui nécessite 2 soignants. Lorsque Sophie descend la voir, il est 3h40. Madame Jean a peur. Elle crie et elle explique que quelqu'un a touché à certaines choses dans sa chambre. Quelque temps après, Fanny les a rejoints. Et du coup, Sophie lui explique la situation. Et Fanny peut voir qu'effectivement, Madame Jean est vraiment terrifiée. Les deux filles vont alors regarder dans la chambre et aux alentours. Mais il n'y a rien de suspect. Elles en parlent avec Madame Jean et elles essayent de la rassurer comme elles le peuvent. Fanny va même lui rapporter une petite collation. Et elle va rester un petit peu plus de temps avec elle étant donné qu'elle a encore un peu peur. 4h15, une sonnette sonne au 3e étage. Fanny s'y rend et elle arrive chez une personne n'ayant plus toutes ses capacités mentales. Mais cette personne lui assure que quelqu'un est venu dans sa chambre. Une résidente qui dit ça, c'est déjà bizarre. Mais là, il y a quand même 2 personnes dans le bâtiment qui disent la même chose. 4h40, même chose au 2e étage. Il y a un résident qui appelle Fanny pour lui dire la même chose. Il y aurait quelqu'un dans la chambre. Fanny décide donc d'appeler Bastien et Sophie et ils se rejoignent à l'accueil. Fanny appelle alors le directeur de l'établissement et lui explique ce qu'il se passe. Le directeur lui dit qu'il se charge d'appeler la gendarmerie et qu'ils arrivent au plus vite. Pendant ce temps-là, Fanny, Bastien et Sophie ont décidé de patrouiller sans arrêt. Ils se sont séparés dans l'établissement à chaque étage. Ils sont dans les escaliers, lampe torche et téléphone à la main. Si jamais il se passe quelque chose, ils sauront directement où ça se passe et avec qui. Il est 5h30 et le directeur de l'établissement arrive avec la gendarmerie. Fanny et ses collègues expliquent alors la situation en détail et la gendarmerie commence alors ses investigations. Mis à part une issue de secours qui n'est pas verrouillée, c'est celle de la lingerie. Et pourtant, Bastien y est bien passé étant donné que le pointage l'a confirmé. Il est passé là-bas à 21h13 et Fanny confirme qu'effectivement elle a bien vu Bastien là-bas, mais qu'il était un petit peu plus tard que le pointage a indiqué. Elle l'a vu vers 22h30. Sauf que quand Fanny dit ça, Bastien lui dit que non, il était pas du tout là-bas à cette heure-là. Il lui dit qu'il était au 2e étage et effectivement le pointage le confirme. Les gendarmes ont donc regardé cette porte d'un petit peu plus près et ils ont pu voir qu'elle avait été forcée. Il est maintenant 7h du matin et Fanny a fini son travail. Elle devrait partir mais elle n'y
n'y arrive pas. Elle va donc voir Madame Jean et en rentrant dans sa chambre, elle a pu voir une chose. Il manque la télévision de Madame Jean. Là, effectivement, en plein jour, elle peut voir qu'il manque quelque chose dans la chambre de Madame Jean. Et c'est pas tout, cette nuit-là, 5 télévisions ont été volées dans l'EHPAD. Comme ça, sans que personne n'ait rien vu. Enfin presque, car n'oubliez pas, Fanny a pu apercevoir quelqu'un lors de sa première ronde. Oui, le mec à qui elle a fait un signe de la main et qui lui a répondu de même. Fanny ne sait pas du tout qui est cette personne et ce que cette personne lui aurait fait s'il s'était vu d'un petit peu plus près. Depuis cette nuit-là, Fanny travaille toujours avec une bombe lacrymogène sur elle et elle vérifie chaque porte à chaque ronde. Et surtout, Fanny a changé d'établissement, mais elle se souviendra toujours de cette nuit-là. Alors avant qu'on commence ce thread, je tiens à vous dire que je vais vous le lire à la première personne. Il nous vient du Reddit français et je vais quasiment le lire comme il a été posté. Comme ça on va avoir une bonne immersion dans l'histoire. Allez, je vous laisse avec l'histoire. Bonjour à tous ceux qui liront ce post. Je me présente. Mon nom d'utilisateur est Manin Poncho. Mais comme je me fiche bien de la censure, autant vous révéler mon vrai prénom. Je m'appelle Stéphane. Je suis actuellement un lycéen qui apprend la cordonnerie dans un lycée professionnel à Angoulême. J'ignore si je peux révéler le nom de mon lycée. Ne m'en voulez pas. J'habite en France, plus exactement en Bourgogne. Et je suis interne dans mon lycée. Bien qu'il me soit déjà arrivé quelques petites anecdotes comparables à des threads d'horreur au sein même de mon lycée. Ce n'est pas de ça que je comptais vous parler aujourd'hui, mais patience, ça viendra bien assez tôt. Comme dit précédemment, je vis en Bourgogne et la petite frayeur que je souhaite vous partager m'est arrivée avant mon entrée au lycée. Ça s'est passé en 2021 durant les grandes vacances. Mais avant ça, il faut que je vous dise quelques petites choses importantes pour la suite. Je suis un grand fan d'urbex, de randonnée, de camping et comme l'Auvergne regorge de forêts, de sentiers et de quelques ruines abandonnées, j'ai eu tout ce qu'il fallait pour animer mes 2 mois de vacances. Ce sera tout pour le contexte je pense. Passons donc sans plus attendre à ma grande frayeur. Avant de poursuivre, je tiens à préciser que cette histoire est 100% vraie et que je l'ai vraiment vécue. Je sais bien que souvent sur Reddit, les threads qu'on peut trouver sont parfois exagérés ou inventés de toutes pièces, ce qui fait que la crédibilité des histoires comme la mienne en pâtissent. Mais je vous assure que j'ai tout fait pour vous raconter ce qui s'est passé le plus fidèlement possible sans rien exagérer. Ma grande frayeur a donc eu lieu lors des grandes vacances 2021. Vers la seconde semaine d'août, j'avais décidé de partir faire du camping dans une forêt à 1 km à peine de chez moi. Comme j'y allais souvent pour faire mes randonnées, je connaissais très bien les environs, donc j'étais confiant. Peut-être un petit peu trop. Qui plus est, j'étais parti seul pour mon excursion. Mon père travaillait tandis que ma mère et ma sœur passaient le week-end chez une amie. PS, j'ai 18 ans et je suis quelqu'un de responsable. Donc aux yeux de la loi et de ma famille, ça ne pose aucun problème. Je préfère préciser. Mon matériel pour mes 4 jours de camping et randonnée était donc ma tente de randonnée Wannabe, mon sac de rando avec tout le matériel, vêtements, filtre à eau, sac de couchage et suffisamment d'eau et de nourriture pour mes 4 jours de retour à la terre, mon téléphone portable et mes batteries de rechange. Oui, il est vrai, j'utilise encore un de ces vieux téléphones à clapet avec batterie interchangeable. Ne vous moquez pas s'il vous plaît. Mon matériel habituel de dessin, carnet de croquis, fusain, feutre à alcool, puisque oui, j'adore reproduire des paysages sur papier. Et pour terminer mon inventaire, je pense qu'il est nécessaire de vous parler de mes outils illégaux, à savoir une mini hache multifonction. Calmez-vous, dans les commentaires, je ne course pas les gens avec. Mais sa fonction pioche est très utile pour grimper aux arbres quand on se fait courser par un sanglier. Oui, ce cas de figure m'est déjà arrivé une fois. J'ai aussi un couteau de chasse format Bowie. Et en plus de ça, j'ai un assortiment de 10 couteaux de lancer. Je tenais à préciser que les derniers outils cités sont illégaux, car ils sont prohibés par la loi. Mais néanmoins d'une grande utilité en milieu naturel. Bon, ok, pour les couteaux de lancer, j'ai pas d'excuse valable. Et pourtant, vous verrez que j'ai peut-être bien fait de les prendre. Je suis donc parti un après-midi, après avoir rassemblé mes affaires et m'être assuré que rien ne manquait. Les 3 premiers jours se sont donc déroulés sans accroc. Je ne vais pas perdre trop de temps à vous les détailler, mais en gros je les ai passés à dessiner.
marcher, camper et tenir informé ma famille de ce que je faisais et si tout allait bien. J'ai aussi rencontré quelques randonneurs sympathiques accompagnés de leurs chiens très gentils également, mais personne donnant l'impression de me suivre ou ayant un comportement suspect. Je n'ai pas non plus eu le sentiment d'être épié ou d'être en danger. Jusqu'au 4e et dernier jour. Dès le matin vers 8 h, c'est un sentiment vraiment étrange et nauséeux qui m'a réveillé. Je ne saurais pas mieux vous le décrire, mais il vous est peut-être déjà arrivé de la ressentir. Cette foutue impression d'être espionné. À l'occasion de ce dernier jour de liberté, je m'étais prévu un urbex dans un vieux bâtiment, une ancienne usine, fermée une dizaine d'années auparavant pour cause de faillite. Malgré la désagréable impression qui ne me quittait pas depuis mon réveil, j'ai tout de même décidé de faire mon petit urbex, mes couteaux de lancer à la ceinture. J'ai donc planqué ma tente et tout le matériel inutile pour ne pas m'encombrer. Et je suis parti en virée. À mon grand soulagement, il ne m'est rien arrivé. Et je n'ai fait aucune rencontre ni dans les locaux désaffectés ni en dehors. Mais cette fichue impression ne me lâchait pas d'une semelle. Je n'ai pas non plus eu de problème le reste de la journée. C'est quand la nuit est tombée que ça a commencé. J'avais allumé un petit feu de camp pour me faire fondre du fromage. Quand j'ai réalisé un truc peu pertinent sur le moment, mais qui prend toute son importance plus tard. Je campais en plein cœur d'un bois et je n'entendais pas un seul chant d'oiseau nocturne alors que les soirs précédents, il m'empêchait presque de dormir. J'ai essayé de relativiser en me disant que ces maudits piafs s'étaient enfin habitués à ma présence et qu'ils avaient décidé de me foutre la paix pour la dernière nuit. Mais je n'étais pas serein car cette absence totale de bruit ne me paraissait pas normale. Du coup, avant de me coucher, j'ai décidé de clôturer mon campement avec un piège très simple à mettre en place. Je me suis servi des arbres qui se trouvaient tout autour de mon camp pour tendre du fil de pêche, ainsi que des vieux trucs métalliques du style boîte de conserve. Enfin bref, une sorte d'alarme rudimentaire qui m'aurait averti si quelqu'un s'était pris les pieds dans les fils. Et ça a bien fonctionné. Dans la nuit, vers 23h30, alors que je commençais tout juste à somnoler, les tintements métalliques de l'alarme m'ont réveillé. Je me suis aussitôt redressé dans ma tente, ma mini hache dans une main et mon couteau de chasse dans l'autre, fin prêt à m'en servir. Honnêtement, je crois que je n'ai même pas été surpris de recevoir cette visite nocturne, car ce sentiment de trac ne s'était pas dissipé de toute la soirée. J'ai fait de mon mieux pour calmer ma respiration saccadée par la peur et l'adrénaline, et j'ai tendu l'oreille. Je pouvais entendre des bruits de pas, discrets mais rapides, comme s'ils étaient loin. Au bout d'une bonne minute, les bruits ne partaient pas, et j'ai décidé de sortir de ma tente pour voir ce qu'il en était, mes armes toujours en main. Au moment où je suis sorti de ma tente, quelque chose m'a bousculé, me faisant lâcher mon couteau de chasse en arrière. Je n'ai pas perdu de temps à me relever et je me suis mis à brasser l'air furieusement avec ma hache. Je me fichais de savoir qui se cachait dans la pénombre, de savoir si c'était un mauvais blagueur ou un stalker avec des intentions malsaines, et je me fichais encore plus de les blesser. Je voulais juste qu'ils dégagent et qu'ils me laisse dormir, bien que j'aurais eu sûrement du mal à me rendormir maintenant que j'avais la confirmation d'avoir été suivi. Mais rien n'y faisait. Les menaces que je hurlais à plein poumon ne semblaient pas décourager mon visiteur mystère, qui se contentait de courir tout autour du camp sans rien me répondre. Le truc qui m'a le plus interpellé, ce n'est pas la vitesse à laquelle il se déplaçait, mais surtout la discrétion dont il faisait preuve. Il m'a frôlé à plusieurs reprises sans que je ne puisse réagir, puisque je le pensais encore loin. Soit ce visiteur était surentraîné, soit ce qui m'agressait n'était pas humain. Pourtant, j'avais beau m'époumoner, ça ne le rendait pas plus agressif, ni plus craintif. Il n'y avait que la faible lueur de la demi-lune pour m'éclairer cette nuit-là. Mais comme le ciel était dépourvu de nuages et que les rayons filtraient bien à travers les maigres feuillages des arbres, c'était bien suffisant. Ce petit manège a ainsi duré presque 2 heures. Les 2 heures les plus longues de ma vie. Pas une fois mon agresseur n'a montré le moindre signe de fatigue alors qu'il ne s'était pas arrêté de courir, me confortant dans l'idée que ce n'était clairement pas humain. Mais moi je l'étais bel et bien un humain, et me fatiguant à brasser l'air avec ma lourde hache. Je l'ai laissé pour me rabattre sur mes couteaux de lancer. Malheureusement, je n'ai pas atteint une fois l'ombre bien trop rapide et agile, puis sans prévenir, exactement comme cette chose est venue. Elle est repartie, comme ça, sans que je ne fasse rien de spécial. Bien sûr, j'ai d'abord pensé à une feinte,
Redoutant le pire, je n'ai rien pu faire d'autre qu'attendre son retour, arme au poing. Mais les minutes passaient. Et au bout d'une bonne quarantaine, je me suis enfin autorisé à souffler. Je ne vous le cache pas, mais j'ai aussi fait ce que peu d'hommes auraient admis à ma place. J'ai pleuré à flot et pendant 10 bonnes minutes. J'étais en vie en un seul morceau et sans blessure alors que je venais de passer les 2 dernières heures avec ce truc qui aurait pu me tuer sans mal tant sa supériorité semblait écrasante. Il me semble inutile de vous préciser que suite à cette rencontre, j'ai été parfaitement incapable de dormir le reste de la nuit. Je suis resté jusqu'aux premières lueurs du jour recroquevillé dans un coin de ma tente, serrant fort l'un de mes couteaux de lancer comme un gosse blotti contre sa peluche. Évidemment, quand j'ai été sûr d'y voir assez clair, j'ai rassemblé mon matériel en un temps record. Mais plutôt que de partir avec toutes mes affaires, je n'ai pris avec moi que de l'eau, mon portable, mon couteau de chasse. J'ai caché tout le reste sous un amas de branches, me disant que je reviendrais prendre le reste avec mon père. Et j'ai continué à m'enfuir à toutes jambes. Mais je n'étais pas du tout au bout de mes surprises, car à moins de 100 mètres de là où j'avais campé, j'ai vu un truc qui m'a glacé le sang. Il y avait face à moi un masque à gage accroché à un arbre par l'un de mes couteaux de lancer. Au-delà du fait qu'une chose pareille n'avait rien à faire en pleine forêt, celui-ci tout particulièrement n'aurait jamais dû être là, puisqu'il était à moi. Il faut savoir qu'en plus d'être un adorateur du camping solo ou en groupe et un malade d'urbex, je suis aussi cosplayer à mes heures perdues. Ce masque à gaz était l'une des pièces de mon meilleur costume. Rien que pour le masque, j'avais passé une bonne heure à le customiser avec des pointes, de la peinture et du faux sang. C'est dire à quel point j'y tenais. Et surtout, je n'emmenais jamais avec moi mes déguisements. Je les conserve tous dans une armoire de ma chambre qui leur est réservée. Quand j'ai voulu arracher le couteau planté en plein centre du masque, un papier est tombé au sol. Il y était griffonné à la va-vite Modote Konai, ou ce qui veut dire ne revient plus en japonais. C'est une phrase qui revenait beaucoup dans un animé que j'adorais. J'ai jeté le masque et le mot là où je venais de les trouver. Et je me suis remis à taper le sprint de ma vie. Mes jambes me tenaient à peine quand je suis rentré chez moi. Ma mère et ma sœur n'étaient pas encore rentrées. Alors je les ai attendues avant d'appeler la police. Quand elles sont arrivées, je me suis presque jeté sur elles pour tout leur raconter. Le jour suivant, la police nous a accompagnés, mon père et moi, pour récupérer les affaires que j'avais laissées. Rien n'avait bougé, ni mon matériel caché sous les branches, ni le masque à gaz et le mot. La police n'a cependant rien pu faire puisque les preuves étaient maigres et que j'ai été incapable de les aider à dresser un portrait robot de mon agresseur. Ma famille a goûté la nourriture que j'avais amenée. Personne n'a été malade. Idem quand ils ont bu l'eau que j'avais prélevée à la rivière et que j'avais fait bouillir. Il est donc impossible que j'ai été victime d'hallucinations. De plus, je ne fume ni tabac ni autre substance et je ne bois jamais d'alcool. Bref, cela va bientôt faire 1 an et plus jamais je n'ai aperçu cette chose. La police n'a pas pu avancer dans l'enquête étant donné le cruel manque d'informations au sujet de l'incident. Il m'a fallu un bon mois pour arrêter de faire des cauchemars et des terreurs nocturnes à répétition. Mais je me suis remis finalement de cette rencontre traumatisante. Bien que je n'ai pu apporter la moindre preuve des événements de cette nuit, ma famille n'a pas remis en question mon témoignage et ils ont fait de leur mieux pour me soutenir. Je ne suis plus jamais retourné dans cette forêt maudite, que ce soit pour y camper ou me promener, puisque ma présence n'y semblait absolument pas souhaitée. J'ai continué à faire de l'urbex et du camping, mais toujours accompagné d'un membre de ma famille ou d'un ami proche, généralement au courant de l'histoire. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. Alors franchement, si t'es resté jusque là, eh ben ça fait ultra plaisir. Ça fait quoi, à peu près 45 minutes qu'on est ensemble et ça fait ultra plaisir. Sachant qu'en vrai, j'ai survolé les threads que j'ai choisis et clairement, je trouve que je me suis amélioré, donc c'est plutôt cool. Même si c'était pas mauvais, c'était juste différent. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Si vous êtes là, c'est que normalement oui. Si jamais t'avais oublié le petit pouce bleu, n'hésite pas à le faire. Ça te prend 3-4 secondes, mais ça fait ultra plaisir. On va se laisser là. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Enfin bref, que c'est bien pour vous. Bon, si jamais t'en veux encore, je t'invite à aller voir un de ces deux-là. Ce serait fou, mais bon, pourquoi pas, hein. Allez, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Tchuss les petits potes.